Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Babot pour l'émission L'intelligence artificielle bouleverse-t-elle les lois de l'économie ? Nous verrons alors un petit peu, aussi quelques peut-être questions d'actualité ensemble avant d'aborder le livre dont nous allons parler aujourd'hui, co-signé par Laurent Alexandre et Olivier Babot. Ne faites plus d'études, il y a quand même un sous-titre, je vous rassure, apprendre autrement à l'ère de l'IA. Il se trouve que lors de la dernière émission, nous étions avec Philippe Nemo pour parler de l'éducation nationale, apogée et déclin de l'éducation nationale, et son message n'était surtout pas « ne faites plus d'études », mais nous allons voir que vos propos se rejoignent très largement finalement, même si Philippe Nemo ne parlait pas d'intelligence artificielle. Olivier Babot, vous êtes professeur d'université, vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens, essayiste. J'ai eu de nombreuses fois d'ailleurs l'occasion de vous recevoir ici pour le nombreux livres que vous avez écrits. Alors, vous avez écrit La nouvelle ferme des animaux. J'ai vu d'ailleurs que vous en citiez un autre dans votre Devenez stratège de votre vie en 2012. Oui, c'est mes tout premiers. C'était un gros échec d'ailleurs. C'était un bouquin de développement personnel où j'appliquais les lois de stratégie d'entreprise à la vie personnelle. Et même d'ailleurs le management expliqué par l'art, que je ne connaissais pas non plus. Effectivement, j'illustre le management avec uniquement des exemples tirés de l'histoire de l'art. Je me suis beaucoup amusé. Il va falloir que je me procure ces deux livres. Mais il faut que je vous les apporte. Pour que ma collection soit complète, que j'ai tout Olivier Babot. Donc vous avez écrit La nouvelle ferme des animaux, l'horreur politique. J'avais eu l'occasion de vous recevoir pour ce livre-là. Éloge de l'hypocrisie en 2018, le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités en 2020, et puis je vous avais reçu pour la tyrannie du divertissement et pour l'ère de la flemme, comment nous et nos enfants avons perdu le sens de l'effort. Voilà. Donc alors ça va être difficile d'éviter les anglicismes peut-être dans cette émission, mais on va quand même s'y efforcer. On peut essayer. Oui, on peut essayer. Voilà. Bon, très bien, parfait. Alors juste d'abord, on va commencer par des actualités libérales. Il y a une école du libéralisme organisée par l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale, qui aura lieu samedi 29 novembre à Paris, c'est à 9h, et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur contact @irefeurope en un seul mot.org. Et puis ce sera samedi avec Anthony Marlet-Lavidali pour le thème fiscalité et aide aux entreprises en France. Et ensuite, nous aurons Édouard Filias, intelligence artificielle et liberté, qui va nous remettre dans le thème du jour. Voilà. Et donc voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est contact @irefeurope.org. C'est dans le 2e arrondissement, près de l'Opéra, voilà, tout près de l'Opéra. Et si vous vous inscrivez, contact @irefeurope.org, évidemment, on vous donnera l'adresse précise, les codes et tout ce qu'il faut. Et puis il y a aussi le Journal des Libertés que vous pouvez lire en ligne sur journaldeslibertés.fr. Le numéro 29 est paru, journaldeslibertés.fr, sans accent évidemment et sans espace entre les mots. Voilà, journaldeslibertés.fr. Et puis alors voilà, mais au titre de l'actualité, vous avez quelque chose à dire, Olivier Babot, sur le général Mandon, sur Non, l'actualité, c'est plutôt l'accablant débat autour du budget, qui pour moi est l'espèce de preuve éclatante ou de dernier arrêt avant le précipice de la France, une sorte de déni absolu de réalité, en fait. D'ailleurs, je participais hier à un débat à l'Assemblée nationale, à l'invitation de la présidente, sur le thème, c'était en fait quels impôts faut-il augmenter pour les plus riches, en particulier sur l'héritage. Voilà, c'était ça. Et en fait, on se rend compte combien on est en décalage absolu avec la réalité des enjeux, la réalité des dangers. Et des défis qui nous sont posés par le système actuel. Le déni est total, en fait. Voilà. On est en circuit fermé, comme si la France était une île au milieu de nulle part. Décalage total avec ce qui se dit dans cette émission depuis 15-20 ans. Exactement, mais malheureusement, il faut imaginer Cassandre heureux, n'est-ce pas ? Puisque on est des Cassandres depuis longtemps. En réalité, il n'y a pas énormément de plaisir à voir la catastrophe annoncée arriver. D'autant que c'est pire chaque jour, disons. La possibilité de remonter la pente est plus difficile chaque jour. On vient de voir que
que l'Italie avait une note qui avait été remontée d'un tout petit peu. Mais enfin, ça prouve que s'il y a déjà la possibilité, même pour un pays qui va très mal, d'aller dans le bon sens. C'est un peu comme dans la vie, hein. Les décisions faciles font les vies difficiles, et et plus tu prends du temps à prendre les décisions difficiles, plus ça va être difficile. Oui, non, bien sûr, oui. Cherche la joie, tu trouveras la croix. Cherche la croix, tu trouveras la joie. Comme il se dit aussi dans les couvents. Voilà. Tout à fait. Donc oui, la situation est absolument dramatique. Et puis alors les solutions trouvées, puisqu'évidemment il ne s'agit pas de réduire la dépense publique, mais bien de trouver de nouvelles niches fiscales. De racler les derniers tiroirs. Racler les derniers tiroirs, comme par exemple le fait d'aller chercher dans les taxes d'habitation, les foyers qui n'auraient pas déclaré il y a 15, 20, 30 ans l'eau courante et vous savez, des facilités, l'électricité, etc. Et la baignoire, on en est à pister les baignoires, vous voyez, un petit peu pour... Voilà. Et donc, non, on n'en est pas à pister, puisque le gouvernement a décidé qu'il considérerait que dans chaque foyer, il y a baignoire, électricité, eau courante, etc., et que c'est seulement les gens qui dirait non, moi j'ai pas la baignoire, je prouver qu'il n'a pas de baignoire. Prouverait, il viendrait appellerait chez eux un huissier pour constater qu'il n'y a pas l'électricité et donc pourrait se faire défalquer, disons, l'équivalent de leur taxe d'habitation. Oui. Tout ça est absolument pathétique. Les seules baisses de dépenses dont nous sommes capables, ce sont les baisses de dépenses fiscales, c'est-à-dire chez Bercy, les baisses de dépenses fiscales sont des augmentations d'impôts. C'est-à-dire des limitations dans les quelques niches qu'on avait qu'on avait mises pour éviter l'asphyxie totale de l'activité et du travailleur. Et donc voilà, on en est à la chasse à ces fameuses niches fiscales qui sont vraiment des très très grandes injustices. Et puis une grande partie du cercle politique fait reposer tous ses espoirs d'équilibrage des comptes sur 1200 foyers, dont on n'est pas tout à fait sûr qu'ils ne soient pas des genres de France d'ailleurs. Hein. Une bonne part est probablement taillée, c'est déjà taillé, d'après le classement de Challenge, visiblement sur lequel Zuckman, puisque c'est lui dont il s'agit, s'est assis. Et en fait, on a montré que quand on étudie, les familles, pour la plupart, sont déjà parties. En fait, hein. Donc voilà, c'est l'idée que 1000 foyers vont permettre d'éviter l'effort 68 millions d'autres. Et particulièrement les 100 milliardaires, disons. En fait, oui, parce que c'est ultra concentré, en fait. C'est tout à fait sûr. Et évidemment, le problème du haut de la pyramide, c'est qu'elle est toute petite. Alors, c'est ça, la partie supérieure, disons, est très réduite. Alors, du coup, il faut tout leur prendre pour que ça ait un petit côté significatif. Bien sûr. Et comme chez nous, tout est sur la tête, on veut faire reposer tout sur le début de la pyramide. Enfin, sur le sommet de la pyramide. Oui, c'est ça. Et puis ce qui est effectivement une inversion. Et puis, on parle de réussir à glaner comme ça, je ne sais pas combien, 5 milliards d'euros quand nos mais non, ils espèrent 20 à 25. Oui, alors, enfin, voilà, oui. Dans les versions les plus extrêmes, puisque maintenant, effectivement, les gens disent que ce ne sera pas 2%, mais 3%, ça touchera les gens à partir de 10 millions et pas 100 millions, etc. Enfin bref, donc voilà, en tirant bien. Il faut toujours sur ce sujet reciter l'exemple de la fameuse taxe sur les yachts, n'est-ce pas, qui devait donner 5 millions et qui produit bon an mal an 50 000 euros. Voilà, et puis il y a aussi un bon exemple. D'ailleurs, il faudrait d'ailleurs donner la Légion d'honneur à ce monsieur, probablement, qui a quand même fait enregistrer son yacht. Franchement, ça, c'est quand même au moins le mérite. La médaille du mérite, oui, bien sûr. On avait déjà vu ça avec une taxe sur les énergéticiens ou communications, dont Bercy espérait 3 milliards et qui a donné 400 millions. Voilà, c'est l'effet d'affaires. C'est-à-dire, à chaque fois, on n'imagine pas que les gens vont réagir, qu'il y a un côté dynamique dans la société, disons, et que forcément, si vous instaurez une punition, les gens vont essayer de l'éviter, vont trouver un moyen, ou partir à l'étranger, ou... Voilà, donc c'est dramatique et comme je le dis de temps en temps, qui vole un bœuf vole un œuf, le fait de taxer comme ça les milliardaires aura un effet terrible sur les pauvres. C'est eux qui vont être privés d'emploi, qui vont être privés de cet investissement, etc. Donc enfin bref, cette idée est absolument grotesque et puis surtout elle est contraire à tout. Il y avait notre ami, j'ai oublié le nom, qui avait reçu un excellent prix, Victor pour un livre sur Victor Fouquet, voilà, merci. Victor Fouquet pour la pensée libérale de l'impôt, et donc il recensait là-dedans une quarantaine de penseurs de l'impôt, et il ressortait quand même très nettement que la grande règle pour avoir
des recettes fiscales importantes, c'était des faibles taux sur une large assiette. Donc voilà, donc c'est exactement, nous, on fait exactement le contraire. Exactement le contraire. Et on néglige ce qui était le problème de Keynes, des théories keynésiennes, c'est que la société est ouverte. Alors on peut rêver de barbelé, d'ailleurs certains en rêvent, plus ou moins explicitement. Alors au début ils expliquent, d'ailleurs non sans contradiction, que ne vous inquiétez pas, les riches ne partiraient pas, les gens ne partent pas, et puis finalement ils vous expliquent qu'il vous arrêtera à l'aéroport. C'est ça. Finalement, en général les masques tombent assez rapidement sur le projet. Et le projet, c'est d'élever des murs, et c'est pas tellement pour nous protéger de l'extérieur, c'est plutôt pour éviter de partir. Oui, bien sûr. Et puis cette suppression des niches fiscales, c'est intéressant. Il y avait l'Institut économique Molinari avec Cécile Philippe et Nicolas Marquez là, qui avaient fait une étude très intéressante montrant que finalement ces niches fiscales n'existaient que parce que les cotisations sociales étaient tellement élevées en France. Ils arrivaient à cette comparaison d'ailleurs avec d'autres pays comparables d'Europe, que notre État n'était pas tellement plus dispendieux que les autres, mais qu'en revanche, nos cotisations sociales coûtaient une fortune avec un retour sur investissement pour les retraités, etc., qui était lamentable, qui était parfois un tiers de ce qu'ils représentaient aux Pays-Bas ou en Suisse, etc. Et donc, les entreprises étaient asphyxiées par ces cotisations sociales, très particulièrement, et que c'était finalement pour permettre à quelques rares de survivre quand même, que ces 456, je crois, niches fiscales existaient. 475, j'ai entendu récemment. Oui, 475 niches fiscales existaient. C'est effarant. Il y a plus de niches fiscales que d'impôts, puisque je crois qu'on est à 380 impôts, et voilà, 475 niches fiscales. Et donc voilà, donc c'est terrible de penser qu'aujourd'hui, effectivement, Bercy racle les fonds de tiroir et tout, et toujours pas une seule idée de baisse des dépenses publiques. Voilà, enfin, de toute façon, les idées qui ont été avancées ne seront pas appliquées, nous le savons par avance. Bien sûr, on peut le savoir par avance, mais avec cet effet terrible que j'appelle le nœud coulant fiscal. Non plus ce système, en fait, on a un système, un mode de vie de pays riches avec énormément de redistribution. On est un des pays qui redistribue le plus au monde. Bien sûr. Le pays qui redistribue le plus au monde. C'est plus que l'État, c'est la redistribution, à la fois vieillesse et maladie qui pèsent sur les comptes publics. On ne peut pas la remettre en cause, et moins il y a de production, moins il y a de création de valeur, plus cette redistribution devient lourde et pèse sur cette création de valeur, donc on continue à l'asphyxier, et à chaque fois on dit tiens, on va remettre une couche sur la création de valeur, il y a un autre endroit où on va pouvoir taxer, augmenter, etc. Oui, bien sûr. Donc ça mène à l'asphyxie qui sera fatale. Tout à fait. Le défaut de paiement n'est pas loin. En tout cas, si on continue dans cette direction-là, ça ne fait aucun doute. C'est le bout de la route. Et voilà, et ça évidemment, ça ne nous réjouit pas. Voilà, donc je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes, et mon invité d'aujourd'hui, Olivier Babot, vient nous parler, nous répondre à la question, le thème d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle bouleverse-t-elle les lois de l'économie ? Et nous en parlons autour du livre qu'il a coécrit avec Laurent Alexandre, Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'intelligence artificielle, chez Buchet-Chastel. Voilà, par quoi commencer face à ce vaste sujet? Peut-être qu'on pourrait déjà savoir si ça fonctionne, cette intelligence artificielle. Je vais peut-être commencer par lire d'ailleurs un excellent petit passage du livre. Très bien. Je crois que c'est dans l'introduction. Alors vous parlez un petit peu de la croissance exponentielle, voilà, et puis alors vous donnez un exemple frappant. Oui. Les Olympiades de mathématiques, elles opposent les meilleurs élèves de première du monde et visent à récompenser l'élégance du raisonnement. Pas de programme à bachoter, pas de méthode à réciter, les épreuves testent la créativité logique, la capacité d'abstraction, le goût du raisonnement rigoureux. La perspective qu'une machine puisse y participer et gagner est inscrite depuis longtemps sur la liste des jalons importants vers une intelligence artificielle performante. Au même titre qu'autrefois, la victoire aux échecs et aux jeux de Go. En juillet 2021, le consensus des spécialistes était qu'il faudrait encore 22 ans pour y arriver. Un an plus tard, on attend la victoire de l'IA pour 2029, soit 7 ans plus tard. Juillet 2023, on attend l'événement dans 5 ans. Juillet 2024, on pense que la machine battra l'homme en 2026. Et finalement, les intelligences artificielles d'OpenAI et Google ont toutes les deux remporté une médaille d'or aux Olympiades de mathématiques de juillet 2025. Oui. Donc voilà, donc ce qu'on imaginait arriver dans 22 ans arrive 4 ans plus tard. Et déjà arrivé derrière nous, disons. Voilà. Alors pour quelque chose, c'est pas non plus, c'est les Olympiades de mathématiques pour les élèves de première, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qui semblait hors de portée de la machine il n'y a pas très longtemps, et ça y est, on se rend compte que c'est fait. Cette nouvelle étape est franchie.
Donc voilà, et ça donne un petit peu une idée de la mesure de la rapidité à laquelle les choses vont et à laquelle elles surprennent même les spécialistes, c'est-à-dire même les gens qui s'y connaissent et qui faisaient des prévisions en disant voilà. Alors je ne sais pas où on en est. Olivier Babot, c'est à vous. C'est un des aspects les plus troublants de ce qui est en train de se passer. Et peut-être que les auditeurs qui ne s'intéressent pas de très près à l'IA sont éloignés et ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Les prédictions sont déjouées, pas parce qu'elles ne se réalisent pas, mais parce qu'elles se réalisent beaucoup plus vite. Tout va beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a un aspect exponentiel dans la progression de ces technologies qui vont à toute vitesse. À l'heure là où nous enregistrons, nous n'avons pas encore fêté les 3 ans d'arrivée sur le marché de ChatGPT 3.5. Oui. C'est-à-dire du modèle qui a été une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein, au moment où on avait l'impression que l'IA ralentissait, qu'on avait un peu vu ce qu'il y avait à voir, qu'on pourrait tranquillement intégrer ça dans l'économie, qu'il n'y avait rien de complètement bouleversant. C'était puissant, mais pas complètement bouleversant. Arrive tout d'un coup une technologie qui permet de faire des opérations cognitives qui jusque-là semblaient totalement impossible. Écrire un texte, maintenant interpréter une photo, produire des photos, produire des images, vous répondre beaucoup mieux qu'un humain. Et cette progression a été incroyable, parce qu'entre ChatGPT 3.5 et celui... alors le meilleur, c'est maintenant c'est Gemini de Google, parce qu'en fait, il y a ce sera un élément dont il faudra parler, une concurrence incroyable qui fait que quasiment de mois en mois, il y a un nouveau modèle qui est meilleur et chacun étonne par sa qualité. On a des modèles qui sont aujourd'hui d'un niveau extraordinaire, qui sont à plus de 130 de quotient intellectuel et qui font des opérations cognitives, mais qu'on aurait dit complètement impossibles. En plus, à une vitesse, parce que c'est ça aussi. En quelques secondes, ils sont capables de lire des rapports de milliers de pages. Des dizaines de romans à la fois, arriver à parfaitement synthétiser, faire des opérations cognitives extrêmement complexes. On est très très loin du perroquet stochastique que certains ont pu dénoncer en se trompant complètement sur la nature de l'outil au tout départ. Oui, bien sûr. Alors néanmoins, il y a quand même ce que les spécialistes appellent des hallucinations. Elles sont encore très nombreuses. Je rappelle d'ailleurs que la version 3.5 de ChatGPT, peut-être que je me trompe, mais je crois fonctionnait sur le mode on posait une question et puis l'appareil choisissait le mot le plus probable en premier mot, puis derrière ce premier mot, elle choisissait le plus probable en deuxième mot. C'est toujours grosso modo le cas. Hein. Et voilà, c'est ça. Et alors du coup, on arrivait un petit peu à une intelligence, un simulacre d'intelligence, en tout cas, assez étonnant, mais néanmoins qui produisait des textes souvent assez moyens. Et alors j'ai souvent cette sensation-là d'avoir l'impression de lire ce que, la moyenne ou la synthèse de ce que 10 bons élèves de deuxième année de Sciences Po auraient pondu sur le sujet, voilà, sans mépris, si peut-être un petit peu d'ailleurs pour Sciences Po, mais peu importe. Ça reste entre nous, mais enfin bref, mais en tout cas voilà, la sensation de lire quelque chose de moi pour essayer, j'ai posé des questions sur les sujets qui me passionnent. Alors très souvent j'ai sur 3.5. Oui, ou sur des plus récentes. Enfin, j'ai essayé récemment Mistral, je connaissais pas, donc j'ai essayé Mistral. C'est mauvais. Oui, non, enfin, je ne sais pas. Non, mais peu importe. Je veux bien vous écouter là-dessus. Parce que les progrès ont été stupéfiants. Oui, alors c'est ce que... Aujourd'hui, ça peut parfaitement remplacer un niveau de... D'ailleurs, je discutais avec quelqu'un qui est thésard en mathématiques à l'ENS d'Ulm, et il me disait combien c'était incroyable de qualité. C'était un mauvais lycéen, ou un bon lycéen, parce que les lycéens sont tellement mauvais, disons. Oui. C'était un lycéen, c'est devenu un étudiant, et maintenant c'est un doctorant et un professeur. C'est allé extrêmement vite. La question de simulacre est intéressante, parce qu'on a toujours cette idée artificielle, est-ce qu'il y a une conscience ? Se pose la question, disons. C'est pas important d'ailleurs, au fond. Est-ce qu'on sait vraiment comment marche notre propre intelligence ? Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas une sorte de perroquet stochastique, au sens où nous raisonnons de façon bayésienne aussi par proximité, par probabilité, par association de plusieurs cas que nous avons vus, de la même façon que la créativité dont on imaginait que c'était, vous savez, c'est toujours cette idée un peu de transcendance, des muses qui vous inspirent. On se rend compte que la créativité, c'est un phénomène, c'est une opération cognitive et comme toute opération cognitive, elle est en fait réplicable. Si on pense que notre cerveau, comme je le pense, est une sorte d'ordinateur fait de viande, en fait, en réalité, même si c'est pas forcément la même technique, on se rend compte que, oui, mais malheureusement, c'est ce que je pense, mais
ça n'enlève pas la beauté de la vie humaine et de l'amour, etc. Mais il faut voir les mécanismes cachés derrière ce qui ressort. Mais nous pouvons arriver à répliquer ces opérations cognitives, et en plus dans une dimension, encore une fois, de rapidité qui est sans commune mesure. Et en fait, il n'est pas nécessaire de supposer une conscience. Peut-être qu'un jour, on pourra poser la question de la sensibilité. Est-ce qu'il y a les robots doivent avoir des droits? Peut-être que ce sera une question sûrement qui arrivera un jour. Ouais. Mais c'est même pas. On n'a pas besoin d'une intelligence très très forte pour être en compétition avec la plupart des humains, en fait. Avec 99% d'humains. Vous disiez qu'il y a des hallucinations, mais malheureusement, il y en a aussi chez les êtres humains. Alors l'idée, c'est aussi la 42e symphonie de Mozart. C'est-à-dire, depuis que je suis né, il y a des ordinateurs ou des informaticiens qui prétendent qu'on peut trouver la 42e symphonie de Mozart en analysant les 41 qu'il a écrites son vivant. Vous savez qu'aux États-Unis, une des chansons de country qui est la numéro 1 sur Spotify. C'est une chanson qui a été intégralement écrite par une IA, interprétée par une IA. C'est un faux chanteur qui n'existe pas. Tout a été fait entièrement par une IA. Non, bien sûr, c'est très surprenant, disons, oui, j'en conviens. J'ai un ami qui m'a envoyé il y a quelques semaines un lien vers un site d'un Américain qui aime beaucoup la musique folk, et c'est des chansons à la gloire de la sodomie. Alors je sais plus, c'est une par jour ou une par semaine, voilà, et il y a tout, il y a y compris non seulement le rythme, la musique, etc. Toutes sont très différentes. Tu peux en générer des centaines par jour. Voilà, alors c'est ça, je crois qu'il en génère une par jour, ou quelque chose comme ça, mais bref, et donc avec à chaque fois une nouvelle musique, une nouvelle tête d'ailleurs, parce que évidemment il met une chanteuse là-dessus, etc. Enfin bref, donc mais toujours dans le style folk ou country, disons, voilà, folklore américain, et donc voilà, et tout ont l'air de chansons. C'est pas la meilleure chanson du monde, disons. En tout cas, je les ai pas toutes écoutées, j'en ai écouté 3 au hasard pour vérifier, disons, et me rendre compte effectivement que le côté extraordinaire de l'intelligence artificielle. Je parle du côté extraordinaire du point de vue informatique, pas forcément du point de vue culturel sur ce site. Mais bon, c'est vrai que c'est très, c'est très étonnant, disons. Ensuite, est-ce que quand vous prenez des grands romans, je sais pas quoi, Madame Bovary, vous voyez, c'est une sorte de roman sur l'ennui, etc. Il y avait une grande originalité à faire ça, ou Une vie de Maupassant, d'ailleurs, qui est un peu sur le même. Voilà, il y avait une grande originalité à produire ça. Et alors aujourd'hui, évidemment, l'intelligence artificielle peut intégrer ça, et peut intégrer, je sais pas quoi, il y a Lolita, par exemple, pour rester dans la perversité. Nabokov, Nabokov, voilà. Ce sont des romans qui sont très surprenants, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont du succès. Quelqu'un qui peindrait comme Léonard de Vinci, aujourd'hui, n'aurait aucun intérêt. Évidemment... On peut faire d'ailleurs les manière 2 très facilement. À la manière 2, voilà, très facilement, oui, c'est ça, oui. Et donc la question, c'est ça, c'est est-ce qu'il... Alors évidemment, si c'est pour répondre à un formulaire administratif, j'ai une confiance totale, on va dire, dans les capacités de la machine. Est-ce que même si notre cerveau est fait de viande, est-ce qu'il n'est pas nécessaire à un moment de ressentir des émotions, une intuition, etc., et avoir trouvé cette idée. Mais enfin, peu importe, ça n'est pas une question, ça n'est pas, surtout pas le cœur du livre, puisque au contraire, absolument pas d'ailleurs. Mais c'est un thème très intéressant là. Vous soulevez, c'est la question. Est-ce que une intelligence artificielle est capable de changer de paradigme, d'inventer une autre manière, voilà, comme les grands auteurs que vous avez pu citer ou les grands artistes se sont différenciés, distingués, je sais pas, ou un Rimbaud, ou évidemment, ou en créant quelque chose d'autre. Est-ce que c'est possible ? Il y a du débat, mais c'est un débat qui est un débat plutôt culturel, parce que d'un point de vue économique, on n'a vraiment pas besoin d'avoir ce niveau d'inventivité pour bouleverser le monde, en fait. Le monde est en train d'être bouleversé par des choses aussi bêtes que remplir des formulaires, que produire des textes et des rapports, d'aller étudier des chiffres, de faire des compilations de plus en plus intelligentes, et d'avoir cette capacité à être ce qu'on appelle agentique, c'est-à-dire à faire de plus en plus des tâches complexes et à les enchaîner sans qu'il y ait un être humain qui soit capable d'intervenir. Ça, c'est quelque chose qui est en train, qui a vocation à bouleverser complètement l'économie. Et puis dans notre livre, évidemment, on explique du coup l'enseignement supérieur, la façon dont on se forme, la façon dont on forme aujourd'hui des jeunes qui seront sur le marché du travail encore théoriquement en 2070, dans un monde qui sera incroyablement bouleversé.
Moi, évidemment, je pense à mes enfants, j'ai 4 jeunes enfants, et j'essaye de penser le monde dans lequel eux vont devoir être utiles à travers leur travail, évoluer, être des travailleurs capables d'apporter une valeur ajoutée. Tout à fait. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'intelligence artificielle bouleverse-t-elle les lois de l'économie? Et si vous nous écoutez ce mercredi 26 novembre dans la tranche de diffusion midi 13h30, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires. Nous les attendons avec impatience. L'émission est rediffusée à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors c'est un livre, c'est très agréable, c'est très bien écrit, comme toujours avec vous. Voilà. On a l'impression aussi d'entendre quand même un petit peu le ton prophétique et incantatoire qu'adopte souvent Laurent Alexandre. Eh ben, en fait, voilà. Il co-signe le livre. Oui, donc, je sais, je sais bien. C'est que coécrire un livre, c'est comme un couple, il faut faire beaucoup de concessions. Et c'est pas exactement ce qu'on aurait fait tout seul. C'est parfois une souffrance, et puis ça apporte quand même aussi des éclairages qui je pense, se nourrissent mutuellement et apportent un peu de fécondité. Bien sûr, mais tout est beaucoup écrit au futur, et alors c'est très intéressant. De toute façon, c'est une lecture que je recommande, qui est très stimulante, parce que c'est un problème qui va se poser à nous avec toujours plus d'acuité, probablement. Oui. Hein, je pense. Alors certains, je sais qu'il y a Luc Julia ou Yann Lequin, etc., disent, Yann Lequin, Oui. Disent qu'on va peut-être connaître une sorte d'hiver de l'intelligence artificielle, que là, il y a une grosse... comme il est arrivé qu'il y a un hiver informatique dans les années 80, etc. On dit qu'il y a eu 2 hivers, effectivement, une espèce de traversée du désert, on pourrait le dire aussi, où il n'y a plus de progression, on est un peu déçu. Alors, il faut dire que, et pour être tout à fait honnête, parmi les experts de l'IA, mon Julien, de plus en plus contesté, donc, on s'approcherait plus d'un imposteur. Mais enfin, Yann Lequin, c'est très sérieux, même s'il vient de quitter Meta, ma connaissance, justement, parce qu'il est chez Renault désormais. Il est plus tellement en phase, mais enfin, il faut tout à fait dire que parmi les experts reconnus de l'IA, il y a, disons, un spectre très très important de prédictions. Ça va évidemment de prédictions qui explique qu'il ne se passe pas grand-chose, que tout ça est un peu un trompe-l'œil et que ça ne va pas aller très loin, pour dire les choses dans la version la plus dure. Et puis, à la version, le monde va changer dans quelques mois à une vitesse extrêmement grande. Nous situons au milieu. Voilà. Voilà. D'accord. Dans l'idée que à court terme, il y a beaucoup d'inertie sociale, économique, les institutions, les entreprises. Ça met toujours beaucoup plus de temps pour les technologies d'être intégrées dans tout ça. Et donc, on a plutôt quelques années que quelques mois. Mais à long terme, en revanche, l'effet des technologies est sous-estimé. Et nous croyons vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose de l'ordre d'une révolution civilisationnelle, si ce n'est prométhéenne. Oui, bien sûr. Enfin, c'est tout à fait... ça n'est surtout pas impossible, disons, à travers cette optique. Vous citez dans le livre, d'ailleurs, c'est intéressant, un grand patron s'est confié à l'un de vous deux, je ne sais pas, sur... les effets de la Covid et du travail à domicile. Et on est arrivé à cette conclusion quand les gens ont été appelés à travailler chez eux pendant quelques mois. Il s'est rendu compte qu'il y avait 30% de l'effectif, je crois que c'est ça, qui faisait semblant de travailler avant. Voilà, qui n'était pas utile, en tout cas, et dont on pouvait très bien se passer, ou qui faisait semblant de travailler. Voilà. Bon, et alors, peut-être que là aussi... Sans aller jusqu'à Elon Musk, qui lui a remercié 80% de ex-Twitter devenu X, n'est-ce pas? Et ça continue à fonctionner très bien. Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a Amazon aussi qui récemment, mais alors on ne va pas s'en plaindre. D'ailleurs, vous citez l'excellente citation d'Alfred Sauvy de 1981. Ne vous plaignez pas que le progrès technique détruise des emplois, il est fait pour cela. Exactement. Alors c'est tout à fait... Et des emplois pénibles. C'est tout à fait ça, voilà, les emplois les plus pénibles. Et tout le monde se plaignait, justement, chez Amazon, tout le monde disait les conditions de travail sont innommables, etc. Enfin, c'est l'horreur. Voilà. À l'époque, quand j'avais fait la réflexion, vous inquiétez pas, la technologie va vous libérer. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, les gens qui hier encore disaient Amazon c'est l'horreur, disent Amazon. Maintenant, ils disent exploitez-moi. Amazon c'est un scandale. Un scandale, il licencie, je ne sais plus combien, 15 000 personnes. Enfin, un truc énorme, disons. Enfin, c'est vrai que je comprends tout à fait la douleur, la peine des gens qui perdent leur emploi. C'est surtout pas, je me moque surtout pas de ça, mais comme vous dites, ce sont les emplois les plus pénibles qui partent les premiers. En plus, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que cette révolution, en tout cas apparente,
très étonnante progression visible, en tout cas, de l'intelligence artificielle, arrive conjointement avec... alors ça, c'est quelque chose qui a progressé à tout petit pas et très visiblement, qui est la robotique. Les deux choses se rencontrent à peu près aujourd'hui, disons, à notre époque. Cette robotique, alors moi, depuis que je suis né, disons, j'entends parler, il y a des robots, et puis de plus en plus... C'est un fantasme très, très ancien. Etc. Oui, c'est ça, oui, Asimov, si on remonte jusque-là, mais en tout cas, pour être très concret, depuis les années 80, on voit la robotique qui progresse comme ça d'année en année, comme ça, lentement, qui prennent la place dans les usines et tout, et puis maintenant on commence à voir des robots qui marchent et qui se relèvent tranquillement, qui ont la taille d'être humain. J'en ai vu un il y a quelques jours, et la chose était trop fine pour qu'un être humain soit à l'intérieur, donc c'était à coup sûr un vrai robot. Et donc oui, la conjonction de l'intelligence artificielle et des robots fait que beaucoup de métiers très pénibles vont pouvoir sans doute être remplacés par l'intelligence artificielle et la robotique. Bien sûr, souvenons-nous, autrefois, il fallait 6 personnes pendant une journée pour récolter 1 hectare. Oui. C'était un travail qui vous brisait. Bien sûr, oui. Vous étiez brisé très rapidement. Et la plupart des travaux, passons aussi aux mineurs, vous passiez 9h30 au fond quand vous étiez mineur quand même. Et puis avec la silicose, vous mouriez à 55 ans assez rapidement. Personne n'a envie de ces emplois et on est tous très contents que ces emplois, que l'histoire de la technologie soit de supprimer ces emplois difficiles. Ça posera quand même à terme des questions d'adaptation et de compétences dont on va parler, mais vous avez parlé de robotique, c'est très important de dire que c'est la révolution qui arrive après, tout de suite. Les robots humanoïdes, c'est-à-dire à la forme humaine. Pourquoi c'est très important humanoïde ? C'est pas parce que c'est sympa d'avoir des robots qui nous ressemblent. Non. C'est parce qu'on a fait le monde à notre taille, à notre image, parce que notre salon, notre cuisine, les marches d'escalier, tout est à notre taille, et que avoir des robots qui à la fois ont l'intelligence de l'IA et les capacités, en particulier de la préhension fine, la motricité fine, ce qui était très difficile à faire, à la fois la bipédie et la motricité fine. Maintenant, on a ces robots qui sont capables de visser un écrou, repasser du linge, nettoyer un plan de travail. Tout ça, évidemment, avec une capacité de travail de 24 heures sur 24, sans se fatiguer, sans pause cigarette, sans syndicalisation, sans charge sociale. Et tout ça va être une... Et même avec la capacité de rouler, si nécessaire. Oui, absolument, et d'adapter, de se relever. Ça va être une bourrasque, et là encore, c'est une question de moi, en fait. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on n'a aucun producteur en Europe, mais il y en a partout dans le monde, en Chine notamment, et aux États-Unis, notamment évidemment chez Elon Musk, avec ces robots qui sont prévus pour être le plus grand marché du monde, en fait. Demain, dans 10 ans, il est probable que ça soit courant de voir des robots dans la rue, des robots livreurs, des robots qui nettoient, avec des questions vertigineuses. Qu'est-ce qu'on fait des gens que ça remplace ? Puisque on est vraiment attaqué de partout. Les emplois du milieu, ça faisait longtemps. Les emplois très peu qualifiés jusque-là, ils étaient protégés parce qu'on ne savait pas faire des robots qui faisaient les trucs qui ne demandent pas vraiment de compétences, mais juste la présence physique. Bien sûr, et puis, évidemment, aujourd'hui, c'est aussi un juste retour des choses, y compris parmi les gens les plus formés, on pense des médecins, demain des chirurgiens, qui sont en compétition. C'est peut-être un juste retour des choses, parce que les intellectuels que nous sommes, n'est-ce pas, ça faisait 2 siècles que nous regardions avec un peu de commisération et un petit peu de mépris, n'est-ce pas, les gens, les ouvriers se faire remplacer, mais n'est-ce pas, mais qu'ils changent de travail, qu'ils mangent de la brioche. Exactement. Et là maintenant, nous sommes touchés, ils avaient qu'à travailler, n'est-ce pas ? Et maintenant, je n'ai pas de leçon à donner en la matière. Mais... Voilà, nous sommes touchés, c'est peut-être bien fait. Mais c'est très violent, avec on appelle d'ailleurs un job apocalypse aux États-Unis, cette idée que de plus en plus les plus jeunes ont beaucoup de mal à s'insérer sur le marché du travail, parce que c'est d'abord leur travail, le travail d'entrée de carrière, qui est remplacé par l'intelligence artificielle. Oui, vous citez, dans votre livre d'ailleurs, on voit qu'en juillet 2025, un cochon a été opéré sans aucune intervention humaine, c'est-à-dire que vraiment la totalité de l'opération a été confiée à un robot. On n'a pas encore osé mettre un enfant à la place du cochon, mais enfin, disons, c'est pour... Comment sur les animaux. Il faut bien tester ça. Voilà, merci les vétérinaires de nous prêter quelques cochons malades. Mais donc, oui, c'est quand même très, très étonnant, disons, qu'un métier aussi technique, et, qui exige normalement, je ne sais pas combien, 10 ans d'études et plus. Oui, et voilà, on est plutôt autour de 12. Oui, c'est ça, voilà. Qualification en chirurgie, Tout à fait, pour laisser quelqu'un ouvrir quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, oui. Donc voilà, réussir
à faire opérer un robot. Alors, ce que vous dites aussi à un moment dans le livre, hein, c'est que cette immigration de robots, ou en tout cas d'intelligence artificielle, où on s'en tient là, ne demande pas de passeport, ne fait pas grève, travaille 24 heures sur 24, passe par les fils électriques, les fils de téléphone, etc., etc. Donc là, pour le coup, il ne va pas être possible de dire oui, on va les arrêter aux frontières. Ah oui, là, c'est le camp des saints, mais alors version XXL et inarrêtable, parce que l'expression, elle est d'Harari. C'est comme une immigration massive, mais de travailleurs hyper formés. Et la différence, c'est qu'ils n'arrivent pas en bateau, ils arrivent via les fibres optiques. Et c'est ça qui est important à comprendre de la révolution qui arrive. On compare parfois à Gutenberg. Alors c'est vrai que Gutenberg, c'est une accélération extraordinaire. Il faut rappeler Gutenberg, jusque-là, il fallait... quand vous étiez copiste, vous faisiez 3 pages par jour. À partir de Gutenberg, tu peux imprimer 1200 pages par jour. Ça veut dire que c'est une accélération d'un facteur 400. En une journée d'imprimerie, tu as comme 400 journées hommes de copistes. Là, c'est une accélération aussi, hein, finalement. On a une capacité de travail là où il aurait fallu énormément de cerveau pendant longtemps. Mais la différence aussi, c'est que c'est une révolution qui a déjà son réseau de distribution intégré. C'est Internet que nous utilisons tous. Et ça, évidemment, c'était pas la même chose pour Gutenberg, parce qu'il fallait le temps d'arriver, de mettre les presses, de se développer. Ça a déjà changé le monde. Hein. Mais ça a changé le monde sur une différence, sur une temporalité différente. Et la rapidité, l'incroyable rapidité du rythme, c'est un des éléments importants à comprendre dans ce qui est en train de se passer, parce que tout va très très vite, justement. Tout devient viral, tout est à la vitesse d'une forme de virus, en fait. Tout à fait. Alors du coup, on n'a même pas le temps de réagir ou de se former, d'où le sujet de votre livre. Ne faites plus d'études, et nous allons donc y arriver. Voilà. Je vais peut-être reprendre d'ailleurs un tout petit peu vos têtes de chapitre pour ne pas oublier un grand, partie 1, le tsunami de l'intelligence gratuite, le grand déclassement de l'intelligence humaine. Et donc voilà, l'enseignement supérieur, partie 3, envoie nos enfants au casse-pipe. Voilà. Alors dites-nous un peu plus. Eh bien, ça faisait un moment, en fait. Disons que l'université n'avait pas attendu l'intelligence artificielle pour avoir de graves problèmes. Hein. Elle n'a jamais tout à fait digérer la massification. Elle l'a accepté parce que c'était une sorte de conjonction des intérêts. Les professeurs, ils trouvent des postes, car plus vous avez d'étudiants, plus vous avez de postes. Et donc, ils sont intéressés par l'augmentation du nombre de postes. Les étudiants sont intéressés parce que la vie d'étudiante, elle est quand même plutôt plus sympathique que la vie professionnelle quand vous devez travailler. Et puis, les parents avaient l'impression que leurs enfants progresser socialement, puisque eux, souvent, qui n'avaient pas eu le baccalauréat, souvenir, dans les années 50-60, vous avez une très petite partie de la population qui obtient le baccalauréat. C'est incroyablement élitiste. Non, mais c'est incroyablement élitiste. C'est ça, ce que je ne l'ai pas. On a cru qu'en massifiant le baccalauréat plus le diplôme, on avait augmenté le niveau, mais pas du tout. Hein. Ça s'est fait au prix d'un effondrement absolu du niveau. C'est ça, c'est que la massification s'est faite avec un effondrement du niveau et non pas avec le fait que tout le monde, disons, se retrouvait au niveau des polytechniciens. En fait, on a baissé la barre, ce qui permet à tout le monde de la sauter. Voilà, c'est à peu près ça. Mais ce qui, en termes gymnastiques, n'est pas très intéressant. En termes athlétiques, n'est-ce pas ? C'est ça. Voilà. Et donc, c'est à l'aune de la vague qui est en train de nous déferler dessus. Disons que c'est une erreur. Oui, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur est largement devenu une sorte de village Potemkin, où on distribue des assignats, on fait semblant, on est une sorte de décor. On explique à tout le monde qu'il bac plus 5, mais après, les vraies compétences, ça faisait longtemps que les entreprises s'en étaient aperçues. Elles sont dans certaines formations et on va devoir être beaucoup plus exigeant. Et évidemment, ça crée d'ailleurs beaucoup d'amertume chez ceux qui imaginent qu'ils font partie de l'élite, mais se rendent compte qu'en fait, ils n'en font pas du tout partie. C'est une idée très importante, parce que ça crée une amertume et donc du ressentiment. Et c'est des gens qui vont plus facilement être en opposition au système. Déjà, d'ailleurs, il y avait ce problème que les gens étaient surdiplômés. Mais par exemple, la Poste, à un moment, s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient bac plus 5 et qui demandaient à être facteurs pour postier, pour bénéficier des avantages, etc. Mais à un moment, ils ont arrêté. Ils se sont dit non, mais on va pas, parce que ils disaient je prends le meilleur des deux à chaque fois. J'ai 2 candidats, je prends celui qui est le plus diplômé, etc. Bon.
Mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça faisait des postiers qui étaient très très malheureux de rester là. C'est des gens qui avaient beaucoup d'ambition finalement, comme ils avaient leur bac plus 5, ils pensaient qu'ils allaient monter, etc. Mais effectivement, si tout le monde est bac plus 5 en bas de la hiérarchie, il y en a 9 sur 10 qui sont frustrés de ne pas pouvoir monter, quoi. Donc du coup ils ont cessé, ils ont pris des postiers niveau postier. C'est ça qui est terrible dans ce système, c'est qu'en fait il crée énormément de ressentiment en fait. Et donc le diplôme était déjà en crise, parce que déjà en fait c'était un mauvais signal qui est beaucoup critiqué, peut-être un signal de productivité à peu près, où ça montre que vous êtes capable de venir à temps, de répondre aux exigences, donc voilà, vous êtes sage, vous savez un diplôme d'une validation de conformité, comme vous dites dans le livre un petit peu. Très largement. Et puis quelque chose qui montre peut-être une capacité à un moment donné, c'est une photo, mais pas une dynamique. Or, notre idée, c'est qu'on va devoir basculer vers un monde où on va être beaucoup plus sur la compétence, qui est dynamique, qui va devoir changer, se réapprendre en permanence pour conserver la compétence. Faut évoluer, plutôt que sur un diplôme à un moment donné, avec aussi une exigence d'être beaucoup plus en hybridation avec des technologies qui elles-mêmes évoluent extrêmement vite. Soit vous êtes dans des emplois qui sont un peu préservés de l'IA, on pourra en parler, soit vous êtes dans des emplois qui sont complémentaires de l'IA, ça veut dire qu'il va être votre valeur ajoutée, ça va être... On le pense pour dire rapidement, c'est la culture générale évidemment, la capacité à avoir beaucoup lu, à prendre beaucoup de recul pour être complémentaire et avoir une... Parce que c'est très difficile quand vous sortez, même aujourd'hui, vous êtes un très bon bac plus 5, vous sortez même d'une grande école. Avoir une valeur ajoutée face à la production de l'intelligence artificielle, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est vraiment extrêmement bon ce qu'elle est capable. Aujourd'hui, la réalité, c'est que on peut utiliser, vous avez dans votre poche un très très bon assistant qui vous comprend à demi-mot, qui au bout d'ailleurs a l'habitude de travailler avec vous, et puis est capable d'aller faire des recherches documentaires, regarder des chiffres, donner toutes les... Avec aujourd'hui, évidemment, toutes les sources possibles, en quelques secondes. En quelques secondes. C'est pas nouveau. Il y avait déjà ce moyen d'obtenir des bibliographies à la fin des livres en tapant 3 mots, et qui permettait à certains auteurs de n'avoir lu aucun livre. Bien sûr. D'afficher 15 pages de sources. Là, au moins... Mais demain, les auteurs n'auront même plus à écrire. Voilà. Et là, au moins, l'intelligence artificielle les a vraiment lus. Elle les a lus en 30 secondes. Elle les a tous lus. En quelques secondes, bien sûr. Avec une efficacité incroyable, et donc ça pose des problèmes. Donc pour schématiser, on a 2 enjeux. C'est il faut transformer la façon dont on enseigne. On pourra en parler parce que je pense qu'il y a des choses assez enthousiasmantes qui peuvent se passer. Et la deuxième chose, c'est il faut transformer ce pourquoi on enseigne ou ce qu'on enseigne, les compétences, parce que le monde économique va beaucoup évoluer, les besoins vont très profondément évoluer. Peut-être que le salariat va continuer à diminuer, qu'on va de plus en plus avoir des gens qui vont être, quelque sorte, leur propre marque, des entrepreneurs individuels. Mais évidemment, être entrepreneur individuel, ça demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de force, beaucoup de résilience, de l'adaptation, de la curiosité. Et c'est un monde qui va être assez exigeant. Et de notre recommandation, c'est faites attention, ce 21e siècle, plus que jamais, n'est pas fait pour les grosses feignasses. Il est très exigeant, il va falloir beaucoup travailler. C'est pas du tout le siècle de la paresse. Alors, on va s'interrompre quelques secondes pour passer un bobino, et je vous retrouve dans un instant en studio avec mon invité Olivier Babot. En novembre, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Depuis 38 ans, Radio Courtoisie vit pour défendre vos valeurs. Elle le fait sans publicité, sans subvention, uniquement grâce à vos dons et votre fidélité. Mais elle est fragile et peut disparaître à chaque instant. En ce mois d'anniversaire, aidez-nous à faire vivre une année de plus votre radio. Modeste ou généreux, chaque centime compte. Aidez-nous à défendre vos idées. Rejoignez ceux qui, depuis 1987, font vivre Radio Courtoisie. Dès maintenant, faites un don en ligne sur soutenir.rc.fr ou envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e. Par avance. Merci. Voilà, retour en studio. Et effectivement, si vous avez un peu trop d'argent, c'est pas souvent le cas en France, mais en tout cas aussi... Si l'État vous en a laissé un peu. Vous en a laissé un peu, et si vous écoutez avec plaisir cette radio, cette émission, j'espère, et sinon, si cette émission ne vous plaît pas, je suis sûr qu'il y a de très très nombreuses émissions sur Radio Courtoisie qui vous plaisent. N'hésitez pas à faire un don, à apporter votre écho. Voilà. Donc deux questions d'Audi. Alors je redis que nous sommes... l'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Mon invité d'aujourd'hui est Olivier Babot. Nous parlons de son livre Ne faites plus d'études, coécrit avec Laurent Alexandre. Apprendre autrement à l'ère de l'IA, chez Buchet-Chastel.
Vous précisiez d'ailleurs j'ai eu le bonheur d'assister à la soirée de lancement du livre, vous précisiez que Laurent Alexandre et vous cumuliez à peu près une trentaine d'années d'études ensemble. Voilà, un peu plus que ça. Et une douzaine de diplômes. Laurent Alexandre est médecin, donc voilà, et une douzaine de diplômes, dites-vous. Voilà, donc votre propos n'était surtout pas de laisser l'ignorance. C'est évidemment pas n'apprenez plus, hein, c'est apprenez beaucoup plus. Beaucoup plus. Il faut vraiment préciser ça, c'est que ne faites plus d'études, c'est que faire des études au sens classique, c'est en fait 5 années assez paresseuses où on va satisfaire à quelques partiels et où on va avoir un diplôme qui ne vaut pas toujours grand-chose. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, on va vous demander des comptes sur les heures en dehors des cours parce que c'est un peu le minimum d'avoir la ligne sur le CV, mais ce n'est pas grand-chose aujourd'hui. L'exigence, elle va bien au-delà. Il faudra que vous ayez prouvé bien d'autres choses, que vous ayez voyagé, travaillé évidemment à l'étranger, créé des choses, eu des initiatives, produit des choses. Sinon, c'est extrêmement limité. Et effectivement, malheureusement, l'employabilité d'un Bac+5 comme ça est quand même très limitée. Très bien. Alors, deux questions de nos auditeurs. Il y a un gros problème avec l'intelligence artificielle, les hallucinations. J'en parle un petit peu. Oui. J'en ai fait l'expérience, nous dit cet auditeur. Elles m'ont fourvoyé avec des intelligences artificielles qui ont inventé des références de texte ainsi que des extraits de texte. Ah oui, ils inventent des essais même, des arrêts. Oui. Ils inventent. Alors, je répondrai parce que c'est un point très important. Un grand frère à Maximilien Robespierre. J'ai un ami. C'est vrai. Oui. C'est un petit mot. C'est Jérôme Dédéian que j'entendais sur je ne sais plus quel Smart TV ou Bismart ou BFM Business, je ne sais plus, qui expliquait qu'il revenait des États-Unis au moment de la sortie de. Enfin, il était aux États-Unis au moment de la sortie de ChatGPT 3.5 et il voyait partout des Américains qui essayaient de voir comment ils pouvaient intégrer ça dans leurs affaires, comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer la productivité de leur entreprise grâce à ça, etc. Et puis 3 semaines après, ou je ne sais pas combien de temps, il revient en France, et là il voit tout le monde qui essaye de piéger l'intelligence artificielle, l'obsession des gens de piéger l'intelligence artificielle. Et j'ai un ami, Pascal, que je salue et que je remercie, qui est un expert dans le fait de piéger l'intelligence artificielle, et qui arrive à faire dire à peu près n'importe quoi. Bon, c'est souvent très amusant d'ailleurs. Évidemment, les deux approches sont importantes, l'approche américaine et l'approche française. Bien évidemment, si votre but est de gagner de l'argent ou de gagner en productivité, il vaut mieux adopter l'approche américaine. Alors allez-y, peut-être Olivier Babot, sur cette question des hallucinations et de... C'est un point très important. En effet, il y a beaucoup d'hallucinations. Il y en a toujours, il y en a moins qu'avant. Ça progresse beaucoup. On pourrait dire les humains aussi, malheureusement, hallucinent et font des erreurs. Mais c'est justement un point très important. Le fait qu'aujourd'hui, la production de l'IA nécessite un regard affûté, nécessite une connaissance réelle pour ne pas juste faire copier-coller, comme on sait le faire, et donc nécessite quand même l'intervention d'un humain. Et un des points fondamentaux sur l'évolution des compétences. Pour être complémentaire de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut être très fort. Si vous êtes un avocat, il faut avoir beaucoup d'habitude. Pourquoi ? Parce que vous allez apporter justement ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. L'adaptation à la requête particulière, au type de décision, de contrat, de texte que vous allez produire. Regarder les erreurs. Avoir l'œil suffisamment éclairé pour voir s'il invente un arrêt. Et ça, quand vous êtes un jeune, par exemple, c'est impossible, il faut une dizaine d'années de métier. Pourquoi c'est formidable aujourd'hui pour les seniors, on pourrait dire, c'est une sorte de revanche des seniors qui vont pouvoir utiliser, c'est tant mieux pour eux, ils vont pouvoir utiliser ça avec profit, accélérer la vitesse, éviter les erreurs. En revanche, si vous êtes un junior, vous êtes démuni. C'est-à-dire que si vous ne possédez pas parfaitement votre langue et votre matière, vous êtes complètement perdu, votre valeur ajoutée est nulle, car si vous ne faites que poser la question et faire copier-coller, très rapidement, votre employeur vous expliquera qu'il n'a pas besoin de vous, parce que ça peut se faire en quelques secondes. Les secrétaires ont déjà disparu parce que nous faisons le travail des secrétaires directement avec notre téléphone. Parfois quand même, avec parfois, des fois, moi j'ai travaillé dans des grandes entreprises et tout, et j'ai parfois été étonné du fait de voir des cadres payés comme des cadres, c'est-à-dire très très cher, faire 300 fois le même geste de copier-coller, je sais pas quoi, des lignes parce que le fait de rentrer dans une automatisation de ce geste, disons, leur aurait pris
un temps incertain. Donc, évidemment, ils ne se sont pas lancés dans cette automatisation. Et donc, ça, c'est des travaux qui étaient confiés autrefois au secrétaire et qu'on voit des cadres supérieurs, disons, passer comme ça un temps important à faire des tâches très, très secondaires, disons, indispensables. Hein, mais alors, c'est un petit peu le risque qu'il y avait avec ces gens qui font eux-mêmes le secrétariat. Est-ce que... voilà. Une autre question d'un auditeur. À la question « Qu'allons-nous faire des emplois perdus du fait de l'intelligence artificielle ?» On va en revenir à la révolte des canuts. Au lieu de chercher à améliorer les robots, il faut les limiter. Alors, évidemment, il y a toute cette... En fait, c'est le grand débat, vous savez, de la destruction créatrice de Schumpeter. Hein. L'idée, c'est que la technologie, vous citiez Sauvy, effectivement, elle a toujours détruit des emplois, et puis on en a créé d'autres. Pendant longtemps, l'avantage, c'est qu'on avait un grand temps ça mettait beaucoup de temps, c'était lent. Le temps que les maréchaux ferrants disparaissent parce qu'on n'utilisait plus les chevaux, ils ont eu le temps ou la génération d'après, les enfants des maréchaux ferrants ont eu le temps de devenir des garagistes. Parce que vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans même. Hein. Mais ça n'empêchait pas les canuts, à l'époque, évidemment, d'avoir voulu... c'est plutôt les ludites, hein, d'ailleurs. C'est plutôt les ludites. Je crois que les canuts, c'est un peu différent en réalité, l'histoire. Mais les ludites, vous allez, ça va sur le moment enlever votre compétence. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez, il n'y a plus de porteurs d'eau comme il y avait des porteurs d'eau autrefois, mais il y a des gestionnaires du réseau d'eau. Jusque-là, il y a toujours eu la création d'emplois qui, au moins aussi importante. Et donc, il n'y a pas eu disparition d'emplois. Ça a été un fantasme pendant longtemps. Une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette fois-ci, c'est différent ? Est-ce que la technologie est tellement puissante? Si demain vous avez des robots qui créent des robots, vous savez qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle des dark factories, c'est-à-dire des usines noires. Pourquoi? Parce que c'est plus la peine de... À quoi bon d'avoir de la lumière? Il n'y a plus de lumière, parce qu'en fait, il n'y a pas d'être humain, donc c'est pas la peine, les robots n'ont pas besoin de lumière. Donc, ni de chauffage. Il y a ni de chauffage d'ailleurs. Donc, on allume la lumière que quand il y a l'entretien, et les gens qui viennent faire de l'entretien des robots. Vérifier que les robots vont bien. Voilà, quand les robots produisent des robots, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a encore une place demain pour le travail humain? Et c'est une des hypothèses, il faut le dire, la disparition du travail à terme. Et avec du coup la question qui se posera sera plutôt celle de l'utilisation de notre temps libre. Ça, c'est mes livres autour de la tyrannie du divertissement et puis la paresse, l'ère de la flemme, où je soutiens que même dans le temps libre, nous devons faire des efforts, qu'il est très important pour l'équilibre que nous ayons une sorte de technique, une discipline de nous-mêmes autour de l'utilisation de notre temps libre de façon intelligente. Mais ça, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est que va y avoir destruction créatrice, et donc il va y avoir création de nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois, ils appelleront des nouvelles compétences. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter avec la difficulté supplémentaire que l'adaptation va devoir être plus rapide. Il va falloir s'adapter plus rapidement à un monde qui aura changé et puis des compétences nouvelles à acquérir. Et de plus en plus vite, les compétences vont devenir obsolètes de plus en plus vite. Donc, il va falloir se reformer toute sa vie. C'est là aussi l'un de nos messages. Ça fait très longtemps qu'on dit « formez-vous toute votre vie », mais en fait, en réalité, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils étaient sortis de l'université, ils fermaient les livres pour toujours et puis c'était terminé. Et je crois que maintenant, il va falloir être profondément... en connexion avec le monde économique, avec les technologies, pour comprendre l'évolution, pour être capable d'y jouer un rôle. Maintenant, il ne va pas suffire de le dire, maintenant il va falloir le faire. Il va vraiment falloir le faire. Voilà. Alors, une longue intervention d'un de nos auditeurs. Alors, bonjour. Le petit problème qui est en plein développement, c'est le pillage des sources d'informations pour alimenter ces petits monstres et les procès pour atteinte à la propriété intellectuelle qui semblent miner les ressources de ces sociétés. Dans le même temps, il semblerait que très peu d'entreprises aient tiré un bénéfice de l'usage d'une intelligence artificielle et que la grande majorité l'ait déjà abandonnée. Leur emploi doit être ciblé principalement dans la robotique. La bulle de l'intelligence artificielle a atteint presque 5 fois celle de l'Internet en 2000-2002, qui a fini en eau de boudin. Dans le climat actuel d'effondrement des économies financiarisées, quelles seront les conséquences ? Opérer des animaux d'élevage sains et quasiment standardisés n'a rien à voir avec une intervention sur un humain malade. Bien sûr, on pourra opérer des humains une fois standardisés pour les augmenter. Bienvenue en enfer. Et quand une intelligence artificielle décidera-t-elle qu'elle n'a aucun besoin des humains pour subsister, si l'on écoute votre avis de l'intelligence artificielle? Je crois que c'est moi. Notre auditeur parle de vous, Olivier Babot. Il faut toujours parier sur la bêtise naturelle. On n'est jamais déçu, même quand elle se cache sous le sigle intelligence artificielle, IA. Le diable se cache toujours dans les détails. Voilà. Alors c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont soulevés par cet auditeur. Je vais répondre à quelques-uns quand même. Alors d'abord, le ravi, je ne confonds pas
il faut vraiment le dire, j'aurais peut-être dû le dire depuis le début, mais je ne confonds pas ce que je souhaite et ce que je prévois. Oui, vous le dites très bien dans le livre. Et plusieurs fois. Et vous dites, ne tuez pas les messagers. Ne tuez pas les messagers, et je ne confonds pas, comme beaucoup de gens le font d'ailleurs, ce que je souhaite et ce que... Les gens sont tellement habitués à souhaiter ce qu'ils prévoient ou à prévoir ce qu'ils souhaitent que ils ont l'impression que tout le monde fait pareil. Mais non, il se trouve que je ne suis pas spécialement ravi de la marche du monde. Moi, je suis quelqu'un de très traditionnel. Moi, j'adore le feu de bois, la campagne, le calme, et je rêve de pouvoir être tranquille dans ma bibliothèque. Vous voyez, mais c'est pas du tout le monde qui est en train de se dessiner. Je note que malheureusement, je ne peux pas échapper au monde actuel et que je suis obligé de réfléchir au monde tel qu'il évolue. On ne débranchera pas les machines, on ne débranchera pas Internet, on ne débranchera pas les réseaux sociaux. Et donc, il faut penser ce qui est en train de se passer. Voilà. Et je ne suis pas spécialement ravi. D'ailleurs, tous mes livres ne parlent que des conséquences négatives et de la peur que je peux avoir autour de ça, sur l'ère de la flemme, sur la divertissement, sur la polarisation du monde avec le nouveau désordre numérique. Je crois vraiment qu'il y a des choses très préoccupantes. Et on pourra parler aussi, d'ailleurs c'est un des sujets de l'auditeur, on pourra parler de l'eugénisme, qui est pour moi malheureusement aussi quelque chose qui va arriver. Et là, ça me désole très profondément. Sur les droits d'auteur, évidemment, il y a une grande question. D'ailleurs, si ça produit, on a parlé de la musique country, si ça produit des poèmes, de la musique, il n'y a plus d'auteurs à ces trucs-là. Il n'y a plus d'ayant droit, en fait. Oui, c'est ça, c'est que l'intelligence artificielle va puiser dans tout, par exemple, dans toute la musique classique. Comme n'importe quel créateur le fait, d'ailleurs. Oui, alors ils le font tous, disons. Mais on le fait tous. Mais là, précisément, ils vont analyser les triples croches et les manières dont elles sont agencées, etc. Enfin bref, et va les régurgiter dans une œuvre qui sera déconnectée. Et la SACEM ne pourra pas identifier, évidemment, une source précise. Absolument. Oui. Alors, sur la bulle de l'IA, il a tout à fait raison. D'ailleurs, on attend tous un éclatement de la bulle, comme ça s'est arrivé avec Internet. Mais enfin, Internet a quand même changé le monde. Parce qu'il y a eu une bulle Internet, mais derrière, ça a explosé quand même. En fait, exactement. Il y a eu un différé, quoi. Oui. Exactement. Et pourquoi il y a une bulle ? Parce qu'au bout d'un moment, il y a un certain moment, comme les esprits animaux, d'ailleurs humains, mais il y a toutes les attentes se concentrent sur ces technologies, d'où les 5 000 milliards de capitalisation, 5 000 milliards d'euros de dollars. On voit eBay qui marche bien, etc. Donc toutes les entreprises qui se lancent dans ce domaine ont immédiatement un énorme succès. Il y a peut-être de grandes attentes, elles vont peut-être être un peu déçues. Donc probablement il y a une bulle, mais ça ne remet pas en cause le fait que ces changements technologiques ont lieu, et que c'est vrai qu'il y a des investissements qui sont absolument inouïs et qui vont porter leurs fruits, mais il y aura des moments de déception. Sur le fait que les entreprises ont été déçues, c'est tout à fait vrai, mais attention, ce que montrent les études, c'est que les entreprises qui ont essayé comme ça, sans se transformer vraiment, d'intégrer l'IA sont déçues. C'est pas qu'elles l'abandonnent, c'est qu'elles n'ont pas réussi à l'intégrer. Ce que montrent les études, c'est qu'en revanche, quand vous avez repensé votre entreprise autour de l'IA, en revanche, vous avez énormément de gains. Donc ça veut dire que vous devez complètement repenser votre processus, votre organisation. Et c'est ça, c'est pareil pour l'enseignement supérieur. D'ailleurs, il va falloir repenser intégralement la façon dont probablement on fait de la formation, et peut-être on éduque demain, ce dont on pourra parler. Oui, bien sûr, oui, très volontiers. Oui, alors, enfin, vous dites d'ailleurs que désormais, vous parlez de Aristote, le fait d'avoir un précepteur, finalement, un précepteur, et de se servir de l'intelligence artificielle comme d'un... d'un précepteur. D'un précepteur omniscient. C'est un point extrêmement important. Moi, aujourd'hui, quand je fais de la voiture, alors parfois j'écoute des podcasts, parfois j'écoute de la musique, mais maintenant, de plus en plus, je fais la voiture seul, de temps en temps, parce que pour des raisons familiales compliquées à expliquer. Malheureusement, je suis seul. Donc, je n'ai pas mon épouse à mes côtés, avec qui je discute en temps normal, évidemment. Mais quand je suis seul, j'écoute, je parle à ma machine, en réalité. Je parle à l'IA, à qui je demande de me faire réviser toutes les choses, les concepts que j'ai pas tout à fait compris, des idées historiques, des éléments historiques. Et c'est un professeur de tout absolument extraordinaire. Il y a un livre qui s'appelle « Le problème des deux sigmas ». Le sigma, vous savez, c'est l'écart type. On a montré que la meilleure façon d'enseigner, c'est un professeur, un élève, c'est-à-dire maître-disciple ou tuteur-élève, si vous voulez. Et on avait d'ailleurs Grégoire Steenbruch ici qui essayait de remettre en vigueur ça et qui a une école comme ça où il y a 1 ou 2 ou 3 élèves par professeur. Voilà. En fait, idéalement, c'est un pour un. C'est le plus efficace. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a une différence de 2 écarts types entre le niveau d'un étudiant, enfin d'un élève qui est dans une classe à 30, 40 ou encore plus, par rapport avec un professeur, et puis le tuteur par rapport à
un seul étudiant ou un seul élève. Pourquoi ? Évidemment, c'est que vous allez vous allez adapter parfaitement votre enseignement à l'élève. Alors quand vous êtes un professeur, aussi bon que vous soyez, face à une grande classe, vous faites une sorte de cours moyen, si vous voulez. Oui. Et vous ne pouvez pas vous adapter et suivre parfaitement, voir les lacunes, repérer quand quelqu'un soit s'ennuie, soit est complètement largué. Et d'autant qu'on interdit un petit peu les niveaux. Mais en plus, parce qu'on interdit les niveaux, parce que chez nous, on dit que ça humilierait les mauvais. Donc, au point où on en est de n'importe quoi. Il faut se souvenir, autrefois, c'était réservé aux plus riches. Il fallait être le fils du roi de Macédoine, s'appelait Alexandre, pour avoir droit au meilleur professeur de l'histoire de l'humanité, sans doute, qui était Aristote. Ça a donné Alexandre le Grand. Eh bien, la très bonne nouvelle, c'est que demain, nous pourrons tous avoir nos IA Aristote. C'est-à-dire un professeur de tout qui nous connaîtra, se souviendra d'absolument tout ce qu'il a vu avec vous, de tout ce que vous avez dit. Il connaîtra votre niveau, vos lacunes, vos forces, aura fait un programme méthodique de progression. Il connaîtra la façon dont vous apprenez aussi. Et il pourra travailler avec vous pour vous faire progresser dans le savoir, dans cet échange permanent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enseignants physiques, humains. Les enseignants humains vont plutôt avoir des rôles de guide, d'accompagnateur, et ça va être des sessions différentes. On peut imaginer, par exemple, que vous travaillez le matin avec votre intelligence artificielle sur une partie du thème du cours, et vous faites tout de suite des petits exercices pour vous montrer que vous avez compris, vous pouvez revenir sur les points que vous n'avez pas compris, et l'après-midi, vous travaillez en groupe sur ce qu'on pourrait appeler les savoir-être, la capacité qui va avoir de plus en plus d'importance, parler en public, travailler avec d'autres êtres humains, et là, le professeur va être là aussi pour vous voir en face à face, régulièrement, vous suivre, être un accompagnateur dans cette démarche de savoir, et puis travailler tout ce qui est complémentaire à ce savoir que vous aurez travaillé avec une intelligence artificielle, avec une efficacité beaucoup plus grande. Je dis par exemple qu'on ne verra plus d'étudiants arriver à l'université ne sachant pas la différence, comme aujourd'hui, entre l'infinitif et le participe passé. Oui, bien sûr. Oui. Parfois, c'est même les instituteurs ou l'institutrice qui en sont là. Absolument. Donc, des aveugles guident des aveugles. Avec des exemples concrets. Ouais. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal des économistes. Mon invité d'aujourd'hui est Olivier Babot. Nous parlons sur le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'intelligence artificielle bouleverse-t-elle les lois de l'économie ? Le livre autour duquel nous en discutons est celui de Laurent Alexandre et Olivier Babot, Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'intelligence artificielle, aux éditions Buchet-Chastel. Une question en commentaire d'un auditeur. Saviez-vous que dans les ministères, une protection sociale complémentaire de santé est imposée ? Elle est basée sur l'intelligence artificielle. Ceci poussera à imposer l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Les fonctionnaires sont contre, mais n'ont pas le choix. Ceci est imposé par Macron via Amélie de Montchalin et est validé par les syndicats. Je ne comprends pas très bien la question. Non, alors on va dire, moi je souhaite plutôt que l'intelligence artificielle soit intégrée dans l'État parce que c'est une source de... Il y a Albert. Non, pardon, alors c'est une source de... Allez-y, oui. Non, mais ce serait une source de productivité et d'efficacité extraordinaire. Par exemple, prenons un exemple tout bête, d'ailleurs c'est là où en général on est le meilleur, mais pour interroger l'administration fiscale sur des cas complexes, vous pouvez avoir des réponses de plus en plus... d'ailleurs, les gens utilisent déjà ChatGPT pour ces questions-là, génératives, pour répondre à des questions fiscales. Que dois-je faire dans ce cas-là ? Où est mon formulaire ? Ça peut déjà faciliter la vie du pauvre contribuable que nous sommes. Oui, alors sachez que d'ores et déjà, la DINUM, la direction numérique de je ne sais plus quelle, a mis au point Albert, une intelligence artificielle qui, plutôt que d'avoir pour mission de simplifier les impôts et les niches fiscales et l'administration générale, a pour mission de se retrouver dans le maquis. Justement des aides et des réglementations, pour pouvoir répondre plus facilement ou aider les agents de l'État à vous répondre plus facilement. C'est le meilleur standard téléphonique en réalité, d'ailleurs de plus en plus on appelle, ce sont des machines en fait, et là pour le coup c'est extrêmement efficace. Oui. Une autre intervention de l'auditeur. Bonjour, nous dit-il. Bonjour, le risque que vous oubliez, ce n'est pas comment allons-nous utiliser notre temps libre, plus besoin de travail humain, mais plutôt ceux qui seront aux responsabilités accepteront-ils de nourrir des improductifs ? Même dans la Bible, il est écrit celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. En retirant le travail à l'homme, ce dernier est en grand danger. Cordialement, c'était un auditeur. Il a raison, c'est un grand danger, parce que je crois que beaucoup de gens en fait ont besoin de la colonne vertébrale du travail et d'une forme d'obligation. D'ailleurs, c'est Sam Altman, comme on le dit dans le livre, qui a financé la plus grande
expérience de revenu universel. Mais oui. C'est-à-dire on paye des gens pour ne rien faire en fait pendant un moment et on voit ce qui se passe. Hein. Ça se passe très mal, ça a duré d'ailleurs. 4 ou 5 ans. Eh bien, vous savez que l'hypothèse et le fantasme, c'est que les gens vont faire des balades en forêt en famille, peindre, n'est-ce pas, écrire des livres, écrire des romans. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Les gens se forment pas et on est plutôt à drogue et alcool en fait. Voilà. C'est ça, oui. Donc c'est très 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 décevant. Oui. Et c'était un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc, oui, absolument. La liberté, c'est très dur. J'ai écrit d'ailleurs un article contre le revenu universel il y a quelques années. Et moi, voilà, chaque fois on parle du surfeur de Malibu plutôt que du terroriste de la Seine-Saint-Denis, mais c'est bien ça le problème. C'est bien ce que génère. Finalement, on s'était rendu compte, j'avais lu un article dans Valeurs Actuelles, que tous les terroristes étaient nourris aux aides sociales. Disons, et donc, en fait, ça crée un vide et les gens supportent mal le vide. En fait. C'est ça, oui, bien sûr, le vide est rempli par le premier truc qui passe. Ah, oui. Et donc ça fait beaucoup de contagion sociale, par exemple. Des formes de terrorisme qui sont comme beaucoup des contagions. Tout à fait. Alors, parmi les très jolies phrases du livre, il y en a de nombreuses, il y a « Nous ne croyons pas à la mort du travail humain parce que nous croyons à l'infini des possibles ». Oui. Et c'est vrai que, voilà... Et des besoins, de même que l'agriculture, on est passé de 80% d'agriculteurs. En France, on a peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais enfin, disons, normalement, c'est à peu près 2% de la population. Enfin, en France, on a maintenu des gens artificiellement, mais enfin, peu importe. Voilà, donc on a perdu 78% d'emplois dans ce domaine. Et dans des pays qui sont un peu plus libéraux que la France, comme par exemple la Suisse, on a toujours, en ce moment, je crois qu'il y a un petit taux de chômage qui monte en Suisse, mais enfin, on ne parle pas du niveau français. Non. Voilà, donc c'est des pays qui ne connaissent pas, qui connaissent pas le chômage. Donc ça veut bien dire qu'on a remplacé tous ces emplois par d'autres emplois. On a trouvé de nouveaux besoins. C'est comme le disait Montaigne, je crois, dès qu'une douleur s'en va, il y en a une autre qui apparaît. Disons, on se rend compte, que nous sommes des êtres de besoins. Voilà, de besoins. Fait, donc il y aura toujours de nouveaux besoins, de nouvelles aspirations, parce que nous sommes aussi insatisfaits et calibré pour ne jamais l'être. Voilà, et tant que tout ne sera pas parfait, et donc ça comme rien ne sera jamais parfait. Voilà, c'est ce que nous pensons. Mais voilà, c'est il y a d'autres gens qui pensent différemment, qui pensent que le travail va disparaître et ses conséquences négatives. Mais nous ne le pensons pas, et quelque part c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui impose une nécessité, celle de se former, de s'adapter. Donc la question c'est, est-ce que ça change l'économie ? Il y a une chose toute bête. L'économie, c'est la science de la rareté. C'est la science parce que c'est cette rareté qui produit la question de la répartition de ces ressources rares. Que se passe-t-il ? Parce que c'est la question qu'on doit tous se poser aujourd'hui. Quand une des ressources les plus rares devient gratuite et infinie, j'ai parlé de l'intelligence. Jusque-là, l'intelligence, c'est-à-dire les opérations cognitives, elles étaient limitées aux êtres humains que vous arriviez à former. Il faut 30 ans, on ne se forme pas tous, et puis on est fatigable très vite, on a une bande passante qui est très limitée. Et donc, ça faisait que ceux qui avaient ce savoir, ce capital, eh bien, ça déterminait votre place dans la société, ça déterminait vos revenus. Une fois que vous aviez acquis ça, ça vous créait une rente extraordinaire. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans l'introduction. On était assez contents. Oui. Dans ce monde de rentiers, l'intelligence, finalement, on n'était pas les moins bien placés. On avait travaillé pour ça. Bien sûr, oui. Voilà, et c'est ce qu'on avait obtenu. Plus de 30 ans d'études et 12 diplômes. Mais encore, on avait une vie très heureuse. Et on arrive tout d'un coup à un moment où... et d'ailleurs, c'est un choc... pour l'ego, de fierté terrible. Tout d'un coup, tu te rends compte qu'un algorithme avec quelques milliards de paramètres arrive à produire des textes meilleurs que ce que tu aurais pu produire, il faut le dire, avec une qualité, en tout cas, ce qui aurait demandé beaucoup de transpiration, d'efforts, et on n'est pas tout à fait sûr d'avoir produit la même chose. Il y a un côté un peu humiliant. Un peu comme peut-être le Canut autrefois. Ou les comptables le ludiste, qui ont eu des machines à calculer, qui ont eu des ordinateurs. C'est-à-dire il y a des gens qui faisaient des calculs à toute vitesse. Il y a des gens qui... Le computeur, c'était une fonction qui faisait la computation des chiffres, des gens dont c'était le métier. Et en fait, c'est d'abord une blessure narcissique, mais c'est surtout un changement économique radical. C'est-à-dire que l'intelligence devient une commodité. Pour en revenir au thème de l'émission... L'intelligence artificielle bouleverse-t-elle les lois de l'économie ? Est-ce que c'est radical ou est-ce que c'est encore un nouveau paramètre, disons, de l'évolution technique ? Pour l'économie, c'est complètement... Il y a quelque chose qui était une des raretés essentielles et aujourd'hui, elle n'est plus rare. Elle ne va de plus en plus être rare. Ça va devenir une commodité, c'est-à-dire une sorte de service à bas prix. Vous ouvrez un robinet, vous avez de l'eau qui coule. Vous ouvrez un robinet, c'est l'intelligence qui coule. À coût marginal zéro. Et ça change absolument tout. Absolument tout. C'est-à-dire, moi, Olivier Mérès, grand libéral, je vais devenir un grand communiste parce que... Non. C'est-à-dire, les lois de Ricardo, etc., est-ce qu'elles sont modifiées
Disons est-ce qu'il y a des transformations? Enfin, le goulot d'étranglement n'est plus le même. Aujourd'hui, vous savez, on parle pour l'intelligence, on parle en fait plutôt en gigawatts. C'est-à-dire que c'est l'énergie aujourd'hui qui est devenue le goulot d'étranglement. Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie pour... l'intelligence derrière, elle est quasiment infinie. Alors, c'est l'intelligence. Et puis, c'est aussi physiquement les puces, si vous voulez, les GPU qui nous permettent de produire cette intelligence qui sont aussi rares, mais l'intelligence elle-même, si vous avez levé ce problème énergétique, elle va être infinie, et à partir de l'intelligence, vous pouvez tout faire. Et vous pouvez en particulier remplacer énormément d'emplois et en tout cas changer la structure économique. Alors, vous dites aussi à un endroit, beaucoup de parents préfèrent toujours que leurs enfants soient de pauvres avocats plutôt que de riches plombiers. Oui. Et alors, c'est ça, c'est que peut-être que ces métiers-là, on parlait de robotique il y a quelques minutes, peut-être que les plombiers et les pâtissiers aussi vont être très vite remplacés par des robots, mais enfin pour l'instant... Peut-être un peu moins vite. Moins vite peut-être, voilà. Un peu moins vite. Que d'autres paradoxalement, métiers, le doctorant peut être plus rapidement remplacé. Disons que, à quoi on assiste, par exemple, aujourd'hui, très rapidement aux États-Unis, pour les développeurs. Jusque-là, les développeurs, dès que vous étiez un jeune développeur, votre carrière était un chemin semé de pétales de rose. Bien sûr. Semé de pétales de... il y a eu cet hiver des informaticiens, disons, où ils ont été méprisés. Enfin, ou en tout cas, enfin, quand même, on disait que c'était la voie royale. Entre 85 et 95. On avait formé avant beaucoup d'informaticiens. Exactement. On s'était rendu compte que finalement, puis on a eu de nouveaux besoins d'eux, particulièrement avec Internet. Il y avait l'idée qu'il fallait tous coder. Voilà. Les enfants, il y avait il y avait les écoles de code. J'ai toujours trouvé ça complètement ridicule d'ailleurs. Alors c'est bien de faire de la logique, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus la peine de coder du tout parce que justement, on n'a plus besoin de codeurs. Les codeurs juniors ne sont pas employés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont remplacés par des codeurs seniors qui utilisent l'IA en fait. Et encore une fois, c'est les gens qui ont l'expertise, qui vont pouvoir faire le travail tout d'un coup de 10 ou 200 personnes et on a besoin d'une personne très formée plutôt que de plusieurs en début de carrière. Voilà, c'est ça la nouveauté. Ça peut être vrai dans le conseil, c'est vrai dans les métiers juridiques aussi. Avec des évolutions extrêmement rapides, des bouleversements des structures de l'emploi, des bouleversements aussi du type de rémunération. C'est difficile aujourd'hui pour les boîtes de conseil. Quand vous vendez du consulting, de plus en plus, vos clients se sont aperçus qu'ils posaient une question. Avec Deep Research sur ChatGPT, avec des fonctions spécifiques où vous leur demandez de réfléchir plus longtemps, donc il met 15 minutes ou une heure de plus. Et là, il vous propose des choses qui sont... extrêmement inventives, intelligentes, structurées, d'extrêmement bonne qualité. Évidemment, pas du tout pour le prix du conseil. D'ailleurs, vous dites que je crois que c'est Pricewaterhouse qui a vu... non, c'est une autre... c'est Deloitte qui s'est pris le mot dans la main dans le pot de confiture, puisqu'ils ont fait un rapport pour le gouvernement australien. Alors, c'est plus drôle, c'est que le gouvernement australien, visiblement, n'avait pas lu le rapport, mais un expert qui a téléchargé le rapport, s'est aperçu qu'il était truffé d'inventions, de choses qui n'existaient pas, d'assignation. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient confié un junior avec la version non payante, qui avait utilisé, lui, la version non payante de l'IA, la réalisation du rapport. Il avait vendu le rapport, donc forcément, à des coûts de consultants, donc des coûts très importants. Et ils n'avaient même pas relu, ils n'avaient même pas vérifié que le truc n'était pas truffé de bêtises. En fait, la veille, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas près, ils ont appuyé sur... Exactement, c'est quand même... L'erreur, la faute. C'est destructeur pour évidemment la réputation d'une entreprise. Comment on se rend compte ce que vous vendez extrêmement vite, vous avez margé à 10 000%. C'est quand même, c'est que ça la fout un peu mal quand même. Donc il va falloir être capable de montrer la qualité et la complémentarité. J'aurais une histoire à raconter d'ailleurs peut-être après, ou aussi il faut que je la raconte. J'ai croisé, ça fait longtemps que c'est 25 ans que j'enseigne, et j'ai croisé quelqu'un, un de tous mes premiers étudiants. On était à l'entrée de l'opéra, il vient me voir très gentiment, monsieur, vous souvenez de moi. Et alors il a créé une entreprise depuis un moment. C'est une entreprise qui fait jusque-là qui faisait des études sectorielles et des bases de données sectorielles pour des entreprises et des écoles. Et il me dit, mais j'avais 15 personnes, maintenant j'en ai plus que 2 ou 3. Je les ai remplacés par l'IA, les autres. Il faut absolument expliquer aux étudiants qu'on ne recherche plus la même chose. Les compétences dont on avait besoin autrefois, on ne recherche plus la même chose. Aujourd'hui, on ne cherche plus des gens qui vont aller chercher les données, parce que, à vrai dire, l'intelligence artificielle le fait. On va chercher des gens qui vont être des enquêteurs. C'est-à-dire quoi ? Des gens capables d'aller chercher au-delà des données qui sont déjà disponibles. Produire des données
ils ne sont pas disponibles en allant, par exemple, faire des entretiens, rencontrer les gens, demander à des décideurs. Et donc, c'est des gens qui ont d'autres qualités, des capacités d'autonomie, d'être... Donc, encore une fois, des enquêteurs. Il faut dire aux étudiants que cette compétence n'est plus la même. Ça, c'est très intéressant de voir que... Bien sûr. Cette transformation, elle est beaucoup plus rapide dans certains secteurs, évidemment, qui sont comme tous les secteurs où vous faisiez la computation de données, si vous voulez, la compilation de données. Et là, c'est remplacé. Il y a d'ailleurs une entreprise, je crois, en région parisienne, pareil, qui a divisé par 2 très rapidement le nombre de salariés parce que il faisait des revues de presse. Alors, des revues de presse, il y a bien un truc que l'IA peut faire, c'est ça. Ou alors Duolingo, qui est une entreprise, une application qui fait de l'apprentissage de langue, qui a remercié une grande partie de ses traducteurs qui faisaient les exercices parce que l'IA fait très très bien les exercices. D'ailleurs, moi, par exemple, je fais mes QCM sur mes cours. Questionnaire à choix multiples. C'est aujourd'hui, avant, je transpirais sang et eau pour faire les QCM pour des examens. Aujourd'hui, je peux donner l'intégralité de mes transparents à l'intelligence artificielle en quelques secondes. Il me produit autant de questions très intelligentes à choix multiples que je veux pour faire des questions d'examen. C'est très commode. Vous êtes-vous servi de l'intelligence artificielle, Olivier Babot, pour écrire ce livre ? Alors, malheureusement, elle est très mauvaise pour les réflexions longues. Alors, peut-être qu'un jour, elle le fera. Mais, et puis, alors, nous, on a l'avantage, d'ailleurs, on le dit souvent, qu'on a prouvé qu'on savait écrire des livres avant. C'est sûr. Voilà, on a montré qu'on savait faire. Mais peut-être qu'il y aura de plus en plus ce doute. Pour les nouveaux livres et les nouvelles personnes, nouveaux auteurs, mais est-ce que c'est pas l'IA qui a beaucoup écrit Généralement, ça se repère beaucoup. Oui, c'est ça se repère encore assez bien, et c'est un petit peu ça qui me fait douter. D'ailleurs, une autre chose qui me fait douter, c'est, vous parliez là de collecte de données, j'ai l'impression que quand je fais une requête sur Google qui est un des géants de l'intelligence artificielle, les réponses sont beaucoup moins intelligentes, les réponses que me propose Google sont beaucoup moins intelligentes que les textes produits par l'intelligence artificielle. Et je me dis, là, il y a une incompréhension totale de ma question. Je la formule 3, 4 fois, 5 fois différemment pour essayer d'avoir une réponse satisfaisante. J'en ai toujours pas. Et donc, alors, il faut savoir qu'il y a un indice. Oui. Il ne met pas la même quantité d'énergie forcément pour chaque personne. Quand il considère que c'est quelque chose un peu léger comme ça, il me méprise. Non, mais c'est quasiment ça. C'est-à-dire qu'il va dire bon, je vais mettre la réponse probable parce que je sais plus qui. Je crois que c'est Laurent ou quelque chose comme ça. Il demandait sur quelqu'un quelle école il a faite et puis il a dit il a fait Harvard. Et puis on vérifie, en fait, il a fait Princeton et en fait on demande pourquoi et d'ailleurs de façon assez benoîte le modèle dit j'ai trouvé que c'était approchant et que c'était il y avait une bonne probabilité qu'il ait fait ça. C'était Harvard, mais il fallait Princeton. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est juste que c'est tout l'art est celui de la requête, du fameux prompt, n'est-ce pas ? Est-ce que vous lui avez dit, est-ce que tu es sûr ? Vérifie, recoupe. Et là, en fait, il va dire, dis donc, c'est une tâche sérieuse. Alors, je vais vraiment m'y coller. Et donc, voilà, l'art est de lui demander. Donc, alors vous parlez de ça, d'ailleurs. Vous parlez ça, du fait que... il faut pas hésiter à lui dire, tiens, voilà, reprends, tu as produit le texte, tu vas vérifier chaque argument. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce que tu as la source de ça ? Est-ce que tu peux... Et parfois, on est surpris, effectivement. Mais c'est une question juste d'interrogation. C'est pas de l'incapacité du modèle, en fait. Dans les très bons conseils que vous donnez, d'ailleurs, à la fin de ce livre aux étudiants, il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est la rhétorique redevient une arme stratégique, non pas pour briller dans un salon, mais pour piloter des intelligences artificielles. C'est-à-dire... bien comprendre la bonne manière de formuler un prompt, etc. C'est l'idée de complémentarité et d'hybridation. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler avec la machine et l'utiliser pour que ça soit utile. On donne effectivement plein de conseils aux étudiants à la fin du livre. Et puis, on essaye d'imaginer des nouvelles lois. Il y a quand même un problème de neutralité. Là, je suis moins d'accord. Là, c'est le libéral. Quand mais des lois, pas au sens juridique. Quand vous parlez de rembourser par la sécurité sociale... Oui, je sais. On nous a souvent fait remarquer. En revanche, il y en a qui sont très importantes. Imaginez demain... Elle est déjà déficitaire. Vous avez un professeur IA unique. Il y a quand même un problème de neutralité. Ce professeur, il peut vous manipuler dans tous les sens. Bien sûr. Il peut vous faire devenir, peu importe, dans tous les sens imaginables. Il va falloir qu'il soit neutre, qu'il soit en capacité de
en capacité, c'est devenu un modèle. C'était une façon politique de dire les choses. En capacité, en responsabilité. Voilà, c'est ça, oui. Mais il va falloir qu'il puisse aussi vous donner toute la diversité axiologique des vues, les pour et les contre, être équilibré, pas dogmatique et dire le réel, même si parfois le réel fâche, y compris les mauvaises nouvelles, ce que j'appelle les mauvaises nouvelles idéologiques. Parce que parfois il y a des mauvaises nouvelles idéologiques, des trucs qui ne collent pas tout à fait avec la morale du moment, mais qui sont des réalités statistiques, scientifiques, biologiques. Et ça, il faut qu'il ait le courage. Et puis il faut aussi qu'on ait ce qu'on appelle la portabilité, c'est-à-dire que si on veut pouvoir changer de fournisseur, de professeur, aujourd'hui on est un peu, comme déjà dès maintenant avec les modèles, il vous connaît bien, donc il y a un coût de changer. En économie, on appelle ça le coût de chaussure, les chaussures, le coût de menu. Mais là, il y a un vrai coup. C'est-à-dire, il va falloir réapprendre, un peu comme vous changez de partenaire, il va falloir tout raconter à nouveau, toutes vos histoires de vie, vos familles, les plats préférés. C'est assommant. Vous êtes content, au moins, l'avantage de votre partenaire. La fidélité apporte ce grand avantage que vous n'avez pas à tout réapprendre. Et c'est le problème avec votre professeur demain. Et donc, il y a plein de règles nouvelles à imaginer sur le rapport avec l'intelligence artificielle. Ne soyez pas trop créatif en la matière, merci. Non. Alors, vous êtes toujours à l'écoute du Libre Journal des économistes. L'émission a pour thème l'intelligence artificielle bouleverse-t-elle les lois de l'économie, justement. Et je suis avec Olivier Babot, co-auteur avec Laurent Alexandre de Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'intelligence artificielle. Avalanche de questions cette fin d'émission. Formidable. Alors allons-y. Merci aux auditeurs. Merci à tous. Oui, imaginez-vous une société sans humains pour vous répondre. C'est ce qui va arriver dans toutes les administrations, préfectures, mairies. Vous n'aurez plus d'interlocuteurs compétents. Alors, plus compétent ou ultra compétent. Oui, j'allais dire. Pour la collectivité locale, ils ont gagné 1 million. Ils ont gagné 1 million de fonctionnaires en 20 ou 30 ans. Beaucoup plus que l'augmentation, évidemment, en proportion de la population. Je crois qu'il y aura une remise à jour importante. Quand même, souvent, dans la collectivité locale, il faut dire, c'est quand même du traitement social du chômage. Quand même. Oui, quand même, oui, très largement. Oui. Il y a quand même beaucoup de progrès à faire. Ça ne me dérangerait pas qu'il y ait moins d'humains dans l'administration si elle est efficace. Voilà. Moi non plus. Et ça fera plus de richesse à l'extérieur. Et moins de richesse prélevée. Voilà, oui. Messieurs, vous n'avez pas répondu à la remarque concernant les hallucinations. Comment expliquer et a fortiori justifier qu'un ordinateur prétendument constitué pour apporter des informations se permette de les inventer avec une grande précision jusqu'à tromper son interlocuteur ? Comment dès lors apporter un quelconque crédit à cet engin ? Soyons logiques. Par ailleurs, je vous rappelle que l'allocution « quelque part » signifie dans un endroit indéterminé et en aucune façon, en quelque sorte, pour ainsi dire d'une certaine manière, qui est une acception états-unienne, courtoisement. Alors désolé pour notre mauvais français. Et sinon, c'est une bonne remarque. Quelque part, voilà, et sinon... Quelque part, c'est une bonne remarque. Vous êtes taquin. Et donc, sur les hallucinations, non, je crois qu'on a répondu, et précisément, et c'est le... Oui, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, il faut que les gens soient cultivés. Il ne fonctionne pas comme l'intelligence humaine fonctionne. Voilà, c'est pas exactement la même chose, même si parfois il y a des points de recoupement et des points de comparaison. Et ce fonctionnement particulier, qui est un modèle probabiliste, avec des vectorisations mathématiques du réel, en fait, il comprend le sens en mathématisant les rapports entre les mots. En fait, il permet aussi d'être très bon en mathématiques et de créer des images. Et en fait, il est dans une autre compréhension du monde. Parfois avec des personnages à 6 doigts, parce que bon, oui, au tout début. Alors maintenant, la qualité des images est confondante. Mais c'est vrai qu'au début, par exemple, il avait beaucoup de mal à faire le bon nombre de doigts. C'est ça qu'on remarquait. Mais très rapidement, tous ces critères qui nous permettent de dire on va pouvoir repérer que c'est une machine sont en train de s'effondrer. D'ailleurs, en réalité, c'est très difficile aujourd'hui de s'apercevoir qu'un texte est fait par une machine. D'ailleurs, j'ai vu récemment un truc qui circulait sur les réseaux sociaux très rigolo où l'IA avait identifié que la Constitution américaine était à 90% avait probablement été écrite par des machines, par une IA. Alors, il est très probable alors qu'il est peu probable qu'au XVIIIe siècle, ChatGPT ait pu être utilisé. Oui, tout à fait. Alors, une auditrice nous dit Pascal opposait l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Où peut bien résider la finesse dans un processus qui finit par privilégier ce qui émerge du consensus mou des réseaux sociaux plus que des avis consolidés d'experts ? Et que reste-t-il de l'esprit de géométrie alors que nous prenons à peine conscience de l'infinie complexité du réel ? Tout cela ne risque-t-il pas de finir en totalitarisme façon GIEC et dans le règne de l'imbécilité logique, voir le film Idiocratie, comme d'ailleurs vous citez ce film Idiocratie. Absolument, pour moi c'est un des films les plus profonds et les plus méconnus. Oui.
parce qu'il a l'air d'une gaudriole. Et je me suis dit que j'allais le regarder. Il faut absolument regarder ça. Non, j'ai pas vu. Il est ultra violent d'ailleurs. D'accord. La violence du début. Me dites rien, je vais le voir. Mais bon. Et j'encourage mais au moins dire, parce que les 3 premières minutes. Encourageons pourquoi les tout le monde devient crétin ? Parce que les crétins se reproduisent plus. C'est très violent. Vous vous rendez compte un petit peu ? Non mais je comprends pas que ça ait pas fait un scandale ce truc-là. Il dit parce que les gens intelligents sont là. Vous avez des gens, ils ont 2 doctorats et puis ils disent oh non quand même c'est pas toujours. On préfère avoir un chien parce que franchement avoir un humain on réfléchit toujours et pendant ce temps-là les autres les imbéciles se reproduisent. Or comme l'intelligence c'est ce que dit le film n'est-ce pas c'est mon suivi la science. Enfin est plutôt s'hérite plutôt est plutôt irritable. Évidemment ça produit une chute collective de l'intelligence. C'est très violent ce film. Je comprends pas là, que ça fasse plus ça n'ait pas fait plus polémique. Oui. Alors, je continue. Comme disait Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. N'y a-t-il pas contradiction avec l'idée d'apprendre autrement ? Pouvez-vous préciser le autrement ? Quant au raisonnement qu'a pondu votre complice pendant l'affaire Covid, il a surtout démontré sa compétence en sophisme grotesque comme référence d'IA, comme référence d'intelligence artificielle. Oui, alors c'est pas très gentil, parce que bon, c'est une question très polémique. Effectivement, Laurent Alexandre n'est pas complotiste en matière de vaccin, mais je veux dire, je ne le suis pas non plus. Donc, jamais, non. Oui, non, voilà. Pourquoi non, à mon avis, c'est plutôt l'auditeur qui. Voilà, bon, bref. Okay. Mais je veux dire, on va pas. Sur le risque de totalitarisme, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a une grande inquiétude sur l'évolution de la gouvernance, du pilotage démocratique, de tout ça. C'est tout à fait vrai. Ce serait quasiment le sujet d'un autre livre, en fait. Quelles institutions, quel est l'avenir de la démocratie à l'heure de l'IA, en fait. Voilà, c'est ça la question. Voilà, et c'est tout à fait ce que vous dites dans le livre. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. En tout cas, l'intelligence artificielle ne favorise que les esprits préparés. Parmi les conseils, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Voilà. Vous connaissez ce terme Oui, bien sûr. Absolument. La découverte au hasard, si vous avez les yeux ouverts. Voilà, tout à fait. Et donc, l'éducation, son but, c'est de vous ouvrir les yeux, de vous donner cette curiosité, cette libido siendi, cette soif d'apprendre. Et moi, la culture générale, c'est plutôt un flux qu'un stock. C'est-à-dire que le stock est la conséquence du flux, comme pour le patrimoine d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez été curieux, parce que vous avez eu l'œil ouvert, parce que vous avez une attitude face au savoir et au monde de curiosité, d'ouverture et d'apprentissage, qu'au bout d'un moment, vous avez un stock. Mais le problème, c'est pas la quantité du stock. Le problème, c'est l'attitude. Voilà. Et peu importe derrière, après, ce qu'on entend comme étant ce qui est valable ou pas, comme étant la culture générale, je pense que c'est plutôt l'attitude qui est intéressante. De ce point de vue-là. Et l'éducation. Vous encouragez, vous dites même apprenez l'histoire, par exemple. Énormément, lire des livres, apprenez par cœur, apprendre l'histoire. Apprenez par cœur ce qui est utile, etc. Moi, je suis très choqué. D'ailleurs, c'est le philosophe François Hartog qui parle de présentisme, qui explique que aujourd'hui, les jeunes connaissent très très peu l'histoire, voire la méprisent un peu, parce que n'est-ce pas, c'est ce passé où les gens n'avaient pas l'intelligence d'avoir nos grandeurs morales d'aujourd'hui, notre vision morale. Et puis ils avaient d'autres visions morales, d'autres mœurs, et c'était très choquant, et pas d'ordinateur. Et donc, et puis en plus, on ne connaît absolument rien sur ce passé. En fait, il est déjà un trou noir. On n'espère plus de l'avenir non plus, parce qu'on est un peu dubitatif vis-à-vis du progrès, de l'avenir. On ne sait pas très bien ce qu'il faut prévoir. Puis comme on ne connaît pas l'histoire, justement, on ne peut pas se prolonger dans le futur. On ne voit pas les grandes tendances. Et donc, on vit, dit Hartog, dans une sorte de présent. Maffezoli dirait une sorte de présent éternel. Vous êtes dans la prochaine seconde, dans le moment de la prochaine vidéo courte que vous allez regarder, et votre monde n'est qu'une suite de petits moments présents qui s'évaporent, qui évaporent le précédent, en fait. Oui. Ce qui n'est évidemment pas très réjouissant. Tout à fait. Alors, non, bien sûr. Un auditeur m'envoie un dessin, mais il faudra que je le regarde chez moi avec une loupe, parce que je n'arrive pas à lire. Il y a un tout petit, etc. Donc, je vais pas pouvoir le mettre en avant. Alors, vous expliquez aussi, très intéressant, entre autres, parce qu'il y a de nombreux conseils, que finalement, il faut apprendre à être l'orchestre, le chef d'orchestre des intelligences artificielles, et que pour ça, justement, de même que le chef d'orchestre doit connaître un petit peu tous les instruments de musique et savoir lire toutes les partitions, disons, les instruments, trompette en si, la clarinette, etc. Et voilà, celui qui à chaque fois. Et puis connaître leurs possibilités, leur tessiture, comment ils se marient. Il va falloir de plus en plus. Il y a de plus en plus d'outils. Alors heureusement, il y a des d'outils, c'est-à-dire des outils capables de mobiliser plusieurs outils. Mais ce qui nous reste aujourd'hui, c'est formidable, c'est ce qu'on appelle l'agence, c'est-à-dire la capacité à être celui qui veut faire les choses, mais on a les outils pour faire les choses pour nous après. C'est ça qui est formidable.
Alors, encore des questions. Je ne vais pas pouvoir les lire parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais juste en lire une peut-être qui est un peu courte. Voilà. S'il n'y a plus ni codeur junior ni avocat débutant, que se passera-t-il dans 20 ou 30 ans? Où seront les expérimentés? Très bonne question. Merci d'avoir pointé la cause de la dégradation de plus en plus marquée des performances et de la sécurité des systèmes actuels qui consomment de plus en plus de ressources pour des résultats sans réel bénéfice, mais plus buggés. C'est la grande question dont tout le monde parle aujourd'hui. Si nous n'avons plus un junior, comment devenons-nous seniors? Alors voilà, il y a plein de jolies phrases que j'aurais voulu citer, mais c'est pas grave, je ne les citerai pas. Non, j'ai pas le temps, oui. Demain, le défi, celle-ci quand même, demain, le défi ne sera pas d'avoir raison, tout le monde aura raison, grâce à l'intelligence artificielle. Le défi sera d'exister au milieu de milliards de raisons concurrentes. Oui. Voilà. Et ceux qui ne sauront pas utiliser l'intelligence artificielle seront dépassés, mais ceux qui ne sauront penser qu'avec elle seront asservis. Merci Olivier Babot, merci à tous les auditeurs pour vos questions et commentaires. Le livre dont nous parlions aujourd'hui est Ne faites plus d'études de Laurent Alexandre et Olivier Babot, Apprendre autrement à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous donne rendez-vous le 24 décembre et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.